Voilà, bonjour à tous, excusez-moi, il y avait un écho. Je suis Gwendoline Gatefoin, je vais m'occuper de la logistique de cet événement. Je vous remercie d'être parmi nous. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du thème facturation électronique, comment être en règle en 2020 plutôt qu'en 2019, parce qu'on est déjà pas loin de 2020. Nous avons le plaisir d'avoir pour ce webinaire donc Jean-François Defude, qui est avocat chez Fidal, et Pierre Patuel, qui est donc fondateur de la société DP2I, qui est partenaire de Use, et pour Use, Grégory Mignon, qui est conseiller expert en dématérialisation chez Use. Voilà, donc Grégory, je te donne la parole pour l'agenda. Parfait, merci à tous déjà pour votre présence effectivement sur ce webinaire. Nous avons une thématique qui va être plutôt large aujourd'hui. On va essayer de tenir dans l'heure qui nous est donnée pour pouvoir vous présenter tout le périmètre, dont l'agenda que vous avez sous les yeux, que je vais vous commenter. Donc on va démarrer par une mise en contexte réglementaire, puisque cette réglementation est de plus en plus dématérialisée aujourd'hui, et on aura pour ça l'intervention de Jean-François Defude qui nous expliquera comment effectivement la réglementation est en place et comment elle évolue. On fera également un état des lieux de cette évolution réglementaire. On verra également quels sont les enjeux pour les entreprises à mettre une piste d'audit, quelle feuille de mise en route on peut mettre en œuvre, et puis comment Use va répondre à ces exigences. On abordera également l'archivage légal. Quelles obligations vous avez effectivement si vous voulez archiver légalement. On parlera du contexte réglementaire et notre partenaire, DP2I, représenté par Pierre Patuel aujourd'hui, va nous expliquer comment nous répondons à ces exigences avec effectivement leur soutien. On fera un zoom également sur le projet de dématérialisation d'UFC, que choisir. On aura un témoignage donc de leur part. Et puis, on fera ensuite une conclusion sur cette mise en conformité pour l'administration fiscale en 2020. Si vous souhaitez adresser des questions, donc vous pouvez le faire via l'outil de chat. Vous pouvez les adresser à Gwendoline Gatefoin. Comme ça, je trierai les questions et je pourrai les soumettre à Grégory, Pierre ou Jean-François. Merci à tous. Merci Gwendoline. J'en profite pour indiquer à Pierre que son micro est ouvert, donc il peut prendre la parole quand il le souhaite. Pierre Patuel, donc de DP2I. Et je vais laisser tout d'abord la parole à Jean-François qui va présenter son cabinet. Bonjour à tous, donc Jean-François Defude, moi je suis avocat donc au sein du cabinet Fidal. Rapidement, le cabinet Fidal, c'est un cabinet qui existe maintenant depuis plus de 90 ans. On est le premier cabinet d'avocats d'affaires en France indépendant avec, là c'est pas marqué, mais plus de 350 millions d'euros de chiffre. Et on a des implantations un peu partout en France, donc avec 90 bureaux, donc on a un maillage territorial qui est assez important. Juste pour me présenter, moi je suis rentré au sein du cabinet en 2008, après avoir passé une petite quinzaine d'années au sein de l'administration fiscale où je travaillais notamment sur tout ce qui est dématérialisation. Alors dématérialisation des contrôles fiscaux, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais bien évidemment à l'époque, il n'y avait pas ces nouvelles réglementations dématérialisation des factures qui étaient selon des process qui étaient assez lourds. Et puis également, j'ai eu l'occasion de travailler sur tout le phénomène de dématérialisation qu'on connaît au niveau des déclarations, donc tout ce qui est télédéclaration. Quand je suis rentré chez Fidal, effectivement, il y avait toutes ces évolutions en matière d'approche de l'administration fiscale qu'on va vous présenter aujourd'hui, en tout cas pour la facturation. Et donc, c'est des sujets que je connais assez bien et je suis l'actualité d'assez près. Merci Jean-François. Je vais laisser la parole maintenant à Pierre Patuel, donc qui co-dirige DP2I et va nous expliquer, se présenter vis-à-vis de sa société. Oui. Eh bien, bonjour, Pierre Patuel. Donc, le DP2I, c'est une société un petit peu plus jeune, mais qui date quand même du siècle dernier, puisque nous avons été créés en 86. L'objectif de DP2I, au départ, c'était la démat. Alors, ceux qui connaissent, on était sur le Telex, puis on est passé sur le fax. Voilà, après, c'est une question d'âge, au niveau des interlocuteurs. Mais dans le principe, ce qu'on a fait au fil des ans, c'est de passer des certifs, surtout, parce que quand on est dans le domaine de la démat, on doit faire ce qu'on doit et pas faire ce qu'on veut. Donc, ça a été déjà de passer une certification ISO 9001. Et puis, en 2000, on a commencé à travailler déjà avec des laboratoires, puisqu'on fait de la dématérialisation de résultats d'analyse pour les labos, donc pour un peu plus de 20 000 labos aujourd'hui. Et on a avancé ensuite vers la démat fiscale, et la démat des bulletins de salaire, et la démat de tout un tas de choses. C'est-à-dire maintenant, on va pouvoir dématérialiser l'ensemble des documents. Et donc, nous, on traite plus particulièrement tout ce qui va être du passage du papier à l'électronique.
en respectant l'ensemble des éléments. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que tous nos data centers sont en France. Ça, c'est important pour certains clients, puisque on ne doit pas dépendre par exemple, de territoires étrangers comme les États-Unis. Hein, je ne donnerai pas d'autres noms, ça suffit déjà. Et donc, c'est sur des data centers qui sont ISO 9001 et 27001, avec des taux de dispo qui sont quand même très importants. Et donc, on assure depuis le départ, c'est-à-dire depuis la récupération du document en mode sécurisé, l'horodatage, la signature électronique, qu'elle soit RGS 1 étoile ou 2 étoiles. On verra tout à l'heure le détail de ces éléments. Et l'archivage pour pouvoir garantir aux clients que les documents qu'on va signer pour eux, qu'on va traiter pour eux en électronique, vont être conservés dans de bonnes conditions et sur des data centers suffisamment éloignés l'un de l'autre pour qu'ils soient bien protégés. Voilà, je nous laisse continuer parce qu'il faut aller vite. Exactement, Pierre. Merci pour ton intervention et ta présentation. Je vais laisser la main à Jean-François, notamment sur cette introduction et ce contexte réglementaire. Alors, effectivement, sur le contexte réglementaire, on va parler beaucoup de réglementation fiscale aujourd'hui, mais il n'y a pas que la réglementation fiscale qui concerne les factures. Et ce qui est intéressant de voir, à mon avis, et de comprendre pour savoir ce que va attendre l'administration fiscale au travers de la réglementation qu'elle a mis en place, hein, au travers des différents textes qui sont votés par le législateur, c'est de comprendre pourquoi cette évolution et quelles sont les contraintes derrière. Alors, c'est vrai que quand on regarde les chiffres qui sont présentés, on voit que le volume de facturation en France, en Europe et dans le monde est extrêmement important et qu'évidemment, aujourd'hui, on peut considérer avec les nouveaux modes de communication que la facture papier, finalement, c'est pas forcément le meilleur support, tant sur le plan du coût, puisqu'une facture papier coûte relativement cher pour celui qui l'émet, mais aussi pour celui qui la reçoit pour la traiter, tant sur le plan écologique. Hein, effectivement, le papier, c'est quand même pas forcément la meilleure image qu'on peut donner. Et en tout cas, dans ce contexte-là, on le verra tout à l'heure, notamment au niveau de l'Europe, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faciliter en fait le recours à la facturation électronique par les entreprises, considérant que pour les entreprises, c'était un levier en termes de rentabilité, en termes de gestion, en termes de délai de paiement, et on pourrait en dire d'autres, qui est extrêmement intéressant. Il faut juste rappeler quand même que cette évolution réglementaire s'inscrit dans un contexte global on pourrait dire de dématérialisation de l'approche de l'administration fiscale qui se traduit au-delà de la piste d'audit fiable, au-delà de la facturation électronique, par la mise en place de nouvelles procédures qui, elles aussi, conduisent à dématérialiser nos relations avec l'administration. Alors, on pourrait parler aujourd'hui du fichier des écritures comptables, par exemple, dans le cadre des contrôles fiscaux, où l'administration fiscale va s'appuyer plutôt sur des données plutôt que sur une comptabilité papier. Hein. C'est quelque chose qui est obligatoire, mais qui traduit bien la volonté de l'administration fiscale d'aller vers des outils qui sont plus performants. On a depuis 2 ans le contrôle fiscal à distance. Vous pouvez faire l'objet d'un contrôle fiscal sans pour autant que le vérificateur se déplace dans l'entreprise. Donc, vous allez lui transmettre tout un tas de documents sous format dématérialisé, y compris les factures. On a toujours, mais ça existe depuis très longtemps, le contrôle des outils informatiques au travers du contrôle de comptabilité informatisé, où encore une fois, l'administration va s'intéresser aux données de vos systèmes, etc. Puis, alors ça, c'est pour tout le côté répressif. On a d'un autre côté, disons, des dispositifs qui visent à accompagner les entreprises et leur faciliter les relations avec l'administration. Il y a évidemment tout votre espace professionnel que vous allez trouver sur impôt.gouv.fr avec tous les process de télédéclaration. Le prélèvement à la source, qui, je crois, on peut dire, a été plutôt une réussite sur le plan technique et plutôt bien perçu par le contribuable particulier. Et puis, effectivement, déjà une première obligation de recourir à la facturation électronique pour ce qui concerne toutes les factures adressées donc au secteur public, que ce soit les administrations nationales, les collectivités territoriales, les mairies, etc., au travers du portail Chorus, qui a été mis en place maintenant depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on peut dire à ce stade, et on verra tout à l'heure par rapport au projet de loi de finances pour 2020, c'est que cette obligation ne concerne que les relations des assujettis à la TVA avec le secteur public. Voilà. En ce qui concerne les relations entre assujettis à la TVA hors secteur public, on va voir qu'aujourd'hui, on a des possibilités, mais qui, à ce jour, ne sont pas obligatoires. Alors, dans ce contexte-là, on a une évolution réglementaire qui a été assez importante depuis 2013, depuis octobre 2013, en ce qui concerne la réglementation française, mais plus généralement la réglementation européenne. On a un premier point qui est la directive européenne de 2010. Alors, la directive européenne de 2010, le constat qui était fait par l'Union européenne, c'était de dire finalement la facturation électronique est quelque chose d'assez intéressant pour les entreprises,
Mais compte tenu de la réglementation dans les différents pays concernés, c'est extrêmement lourd et extrêmement compliqué. Et au final, il y a quelques secteurs d'activité et surtout des gros acteurs qui peuvent recourir à la facturation électronique. Et l'idée au travers de ça, c'était de dire, on va simplifier en fait toute la réglementation, ce qui va permettre à tout à chacun et n'importe quelle entreprise d'avoir un recours à la facturation électronique de manière extrêmement facile, sans recourir à des problématiques, je dirais, de logiciels ou d'outils ou des contraintes réglementaires extrêmement fortes. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas quand même, puisqu'on a quand même la réglementation qui est là. Et donc, on a l'administration fiscale française, ou en tout cas le gouvernement, qui a transposé cette directive européenne de 2010 en droit interne en octobre 2013, puisque tous les pays membres de l'Union européenne avaient l'obligation de transposer cette directive au plus tard au 1er janvier 2014. On y reviendra sur cette directive qui est vraiment le fondement aujourd'hui de la réglementation qui encadre la facturation électronique, ou la facturation en général d'ailleurs. On a une ordonnance du 26 juin 2014, comme on disait tout à l'heure, qui impose aujourd'hui aux entreprises de recourir à la facture électronique pour les fournisseurs du secteur public, au travers de Chorus. On a un décret du 5/12/2016, où là on va parler tout à l'heure, on en parlera, on ne va pas parler de facturation électronique, mais on va parler de conditions de conservation des factures pour pouvoir justifier auprès de l'administration fiscale du droit à déduction en matière de TVA. On va voir qu'on a un arrêté qui également va concerner, qui a été publié en mars 2017, qui va concerner cette copie fiable. On en parlera tout à l'heure également. Et puis pour votre information, pour ceux qui se sont intéressés au projet de loi de finances qui est sorti il y a maintenant une quinzaine de jours, on a l'article 56 du projet de loi de finances qui, et je vais vous donner juste le titre en fait, qui est donc dans le projet de loi de finances, c'est la mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d'un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre. L'administration fiscale, en tout cas le législateur, envisage d'imposer aux entreprises d'avoir recours à la facturation électronique entre 2023 et 2025. Et pour ce faire, elle a demandé un rapport qui va lui indiquer quelles sont les conditions dans lesquelles on pourrait imposer aux entreprises d'utiliser la facturation électronique. Sans vouloir rentrer dans le projet de loi de finances, qui est un vrai sujet en tant que tel, il y a une particularité quand même qui est importante pour les entreprises, c'est que dans ce cadre-là, l'administration fiscale a d'ores et déjà prévu un double flux, c'est-à-dire un flux vers votre client assujetti, ça ne concernerait que les relations B2B. Un flux qui sera adressé donc à votre client électronique pour lui transmettre la facture, mais il y aurait également un flux qui partirait à l'administration fiscale pour faciliter les obligations déclaratives du contribuable, c'est-à-dire avoir des déclarations de TVA pré-remplies, par exemple, mais il est clairement indiqué que c'est aussi pour faciliter le contrôle de l'administration fiscale. Donc, attendons de voir quel sera le contenu du rapport, attendons de voir comment le législateur va décliner ce rapport en droit interne. En attendant, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Là, on a aujourd'hui une vraie volonté de l'administration fiscale de passer sur cette facturation électronique et je dirais de s'associer à cette obligation pour pouvoir contrôler les factures émises par les différents professionnels. Voilà. Juste pour information, je vois, j'ai loupé un point sur la slide. On a l'article 222 de la loi Macron. Dans la loi Macron, donc au début du quinquennat Macron, on avait déjà un article qui prévoyait l'obligation pour toute entreprise d'accepter une facture électronique. Sauf que cet article était soumis à la publication d'un décret et que ce décret n'a jamais été publié. Donc il y avait déjà une volonté, mais qui ne s'est pas traduit concrètement sur le plan réglementaire. Exact. Voilà. Alors, quels sont les grands principes? On va revenir maintenant sur principalement la directive européenne de 2010, donc transposée en droit interne au 1er janvier 2014. C'est quoi les grands principes? Les grands principes, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne regarde plus aujourd'hui une facture par rapport à son format, mais par rapport à son contenu. Ça veut dire quoi? La directive européenne dit, dès lors qu'un support, quel qu'il soit, contient toutes les mentions relatives devant composer une facture, doit être considéré comme une facture. Ça veut dire qu'on peut prendre tout support. Ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre une facture papier et une facture électronique. Et ce que je vais vous dire là, c'est que la seule différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si vous envoyez une facture sous format électronique à un client, il a la possibilité de la refuser. Vous devez obtenir l'acceptation de votre client pour lui adresser une facture électronique. Alors, juste pour préciser,
l'acceptation, elle est soit formelle, parce qu'il vous retourne un document en vous disant, effectivement, vous pouvez m'envoyer des factures électroniques, mais elle peut être aussi tacite dès lors que vous avez adressé cette facture à votre client, que votre client l'a comptabilisée, vous la payez, et qu'il n'est pas revenu vers vous pour vous dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il ne souhaitait pas recevoir des factures électroniques, mais qu'il souhaitait recevoir une facture papier. Et là, je ne suis pas en train de parler de format EDF, EPDF, EDI, signé électroniquement ou pas. Une facture électronique, c'est une facture qui est émise sous format électronique, transmise sous format électronique et reçue sous format électronique par le bénéficiaire de la facture, par le preneur. Alors, c'est vrai qu'à partir de là, on se dit, bah, ça va être extrêmement simple, on va pouvoir tout imaginer. Hein. Je vais prendre un mail, je vais mettre toutes les mentions dans un mail, je vais l'envoyer à mon client et ça sera considéré comme une facture. Bon, cela dit, la problématique, c'est que la TVA représente quand même la moitié du budget de l'État, que l'administration fiscale veut être en mesure de vérifier les flux et notamment le régime de TVA appliqué, et qu'elle a mis au travers de cette simplification, eh ben, malheureusement, un certain nombre d'obligations qui s'imposent aux entreprises. D'accord ? Alors, on va devoir garantir sur cette facture 3 grands critères. L'authenticité de l'origine, c'est-à-dire que lorsque je reçois une facture d'un fournisseur, il faut que je m'assure que je suis en relation d'affaires avec ce fournisseur et que c'est effectivement la bonne personne qui m'envoie la facture. Il faut que je garantisse l'intégrité du contenu de la facture, c'est-à-dire que je démontre que de son émission jusqu'à la fin de la période de conservation, la facture n'a pas pu être modifiée. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut que je garantisse la lisibilité de la facture. Alors pourquoi la lisibilité? C'est tout simplement pour l'administration fiscale de se prémunir de formats que des informaticiens pourraient imaginer et qui ne seraient pas lisibles à l'œil humain par l'administration fiscale et dans lequel elle ne se retrouverait pas. Donc on doit être en mesure, quel que soit le format, de donner une lecture rapide à l'œil humain à l'administration fiscale de la facture qui a été émise ou reçue. Et pour garantir ces 3 critères, eh ben, on a 3 possibilités. On a l'EDI fiscal, qui est assez contraignant et qui concerne des relations importantes entre 2 professionnels. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que là, on va plutôt parler de pistes d'audit. La deuxième possibilité, c'est la facture signée électroniquement, avec un niveau de sécurité assez élevé sur le certificat, donc RGS 2 étoiles en l'occurrence, mais qui va également permettre de garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité de la facture. Et la troisième possibilité, pour toutes les autres factures émises ou reçues, dès lors qu'elles ne sont pas en EDI fiscal et dès lors qu'elles ne sont pas au format PDF, enfin au format signature électronique au sens de la réglementation fiscale, on doit mettre en place une piste d'audit fiable, documentée et permanente. Et c'est là que va être l'enjeu, parce que ça va concerner à la fois les factures que je reçois au format PDF sur n'importe quel format électronique, mais également toutes les factures papier que je reçois ou que j'émets. Et ce qu'on va voir, c'est qu'également, il va y avoir une notion en fait de facture originale, on en parlera tout à l'heure sur la conservation, c'est que je n'ai pas l'obligation dans ce cadre-là d'imprimer une facture PDF que je reçois d'un fournisseur. Alors ça, c'est une question qu'on a régulièrement, hein, mais aujourd'hui, compte tenu de cette réglementation-là, effectivement, on n'a plus l'obligation, en tout cas, on n'a plus besoin d'imprimer une facture qu'on reçoit sous format électronique. Ça veut dire quoi quand même? Ça veut dire que je suis juste en train de dire qu'il n'y a plus de différence entre une facture papier et une facture électronique. Là, il y a l'exemple du PDF simple. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, sauf pour des raisons d'organisation en interne dans mon entreprise que je devrais faire évoluer, je n'ai plus d'intérêt à traiter de la facture papier, ce qui est quand même un intérêt particulier pour les entreprises. Voilà sur les évolutions réglementaires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette piste d'audit fiable, documentée et permanente? Alors, cette piste d'audit fiable, documentée et permanente, elle vise à démontrer à l'administration fiscale, parce que cette documentation, a priori, on la rédige dans le cadre d'une obligation fiscale et on aura à la communiquer à l'administration de façon obligatoire dans le cadre d'un contrôle fiscal. Elle vise à démontrer à l'administration fiscale la réalité sous-jacente à une opération qui a été facturée. Pour faire simple, elle vise à démontrer que si j'ai acheté une boîte de 10 stylos, eh ben effectivement, on m'a bien livré 10 stylos, j'ai bien commandé 10 stylos, on m'a bien livré 10 stylos, on me les a facturés et je les ai payés. Donc la piste d'audit fiable, elle doit décrire en fait tous les processus internes, depuis l'origine de la facture jusqu'à la fin de sa période de conservation, qui démontre la réalité économique d'une opération qui est liée à la facture. Alors très bien, la question peut se poser, mais qu'est-ce qu'on va donc mettre dans cette documentation? Qu'est-ce qu'on doit décrire? Quel est le niveau de détail? Il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser. Alors comme régulièrement, hein, l'administration fiscale
n'impose aucun format quant à la piste d'audit fiable, n'impose aucun contenu de cette piste d'audit fiable, mais nous indique que le contenu et le format et la manière dont je vais raconter les process en interne qui me permettent de sécuriser mes factures est laissé à la libre appréciation des entreprises et que bien évidemment le niveau de détail et la complexité de la piste d'audit que je dois mettre en place va dépendre de la taille de l'entreprise, de son volume de facturation et de la complexité des flux. Donc là, l'administration nous dit, faites le travail et moi, a posteriori, je viendrai, au travers de la lecture de cette piste d'audit, porter un jugement sur la description des process que vous avez en interne. Alors, juste pour votre information, l'administration nous donne juste un exemple qui, je vous laisserai juge, servira à tout à chacun. Elle nous donne l'exemple du boulanger qui achète de la farine. Donc oui, la farine, c'est dans le cadre de son activité puisqu'il va fabriquer du pain. Eh ben, comme les flux sont pas très compliqués et qu'effectivement, il n'y a pas un volume de factures très important, on nous dit, pas besoin d'avoir une documentation écrite. Il suffit que le boulanger ait son bon de commande, son bon de livraison de sa facture, qu'il agrafe les trois ensemble et ça constitue la piste d'audit. Bien évidemment, dès lors qu'on passe hors de ce cadre-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et de mon point de vue, en ayant une expérience sur la gestion des contrôles fiscaux, la question, ça va être quel niveau de détail je vais communiquer à l'administration fiscale, quel volume d'informations je vais leur communiquer, sachant que je vais devoir leur communiquer cette documentation dès le début des opérations de contrôle. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la PAF, elle doit reconstituer la chronologie de l'ensemble du processus depuis l'origine de la facture jusqu'à la période de conservation. Et on nous dit quand même quel doit être le contenu dès lors qu'on est une entreprise assez significative. C'est-à-dire qu'un, il faut que je cartographie mes flux, à l'émission et à la réception. Quel type de flux je fais? Est-ce que j'achète des biens? Est-ce que j'achète des prestations de services? Est-ce que j'ai des prestations de services, des biens? Est-ce que j'ai des flux internationaux? Comment je vais vérifier l'application en matière, le régime fiscal applicable en matière de TVA lorsque j'émets des factures, etc., etc. Comment c'est sécurisé? Donc, c'est cartographier les flux, les décrire et décrire les contrôles associés. Donc, qualifier la réglementation applicable à chaque flux, comme je le disais tout à l'heure. Si je fais de l'ODI fiscal ou de la signature électronique au sens de la réglementation fiscale, je ne suis pas concerné par la PAF. Donc, dans ce cadre-là, il faut que je les sorte de ma documentation. Donc, il y a une première analyse à faire. Après, on va recenser évidemment les contrôles visant à sécuriser la facturation. Alors, les contrôles, ça va de la relation avec mon fournisseur, comment je crée un fournisseur dans mon référentiel fournisseur, comment c'est sécurisé, qui peut le faire, de quelle manière, etc. Ça va qui reçoit la facture, qui la valide, qui la comptabilise, qui la paye, etc., etc. Avec un niveau de contrôle qui doit être conforme aux attentes de l'administration fiscale. Et derrière, comme on le disait tout à l'heure, cette documentation, elle doit être documentée, c'est-à-dire que je dois être en mesure de communiquer à l'administration fiscale un document qui décrit ces flux. Alors, je reviendrai juste sur ce document. Tout à l'heure, je disais attention au niveau de détail qu'on va communiquer à l'administration, attention à être suffisamment détaillé, mais pas trop, à gérer l'exhaustivité des flux. On a un phénomène aujourd'hui, sans vouloir dramatiser le contrôle fiscal, hein, on a aujourd'hui un phénomène de la part de l'administration où on a un renversement d'un certain nombre de travaux et d'informations à communiquer sur le contribuable. Lorsque vous faites l'objet d'un contrôle fiscal, vous allez communiquer le fichier des écritures comptables qui va traduire tous les flux comptables. Mais vous allez également communiquer la documentation piste d'audit. Donc ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait un minimum de corrélation entre les deux. Vous pouvez être amené, si vous avez des flux internationaux avec des sociétés liées à l'étranger, à communiquer une documentation prix de transfert. Vous pouvez être amené à communiquer la comptabilité analytique. Et tout ça fait que, aujourd'hui, on est obligé d'avoir un petit peu de hauteur de vue sur les différents éléments qu'on communique à l'administration pour s'assurer qu'on n'est pas en train de raconter tout et son contraire dans les différents documents qu'on transmet à l'administration fiscale. Voilà ce que je voulais vous dire sur la réglementation en matière de piste d'audit. Merci Jean-François. Et sur cette position de la facture électronique, justement, on souhaite se positionner de manière à vous apporter en fait de vrais facilitateurs de mise en conformité avec la réglementation. J'en cite 3 de facilitateurs. Le fait que la facture électronique se développe, par exemple, c'est aussi le constat qu'on est sur un phénomène d'hétérogénéité. Donc, on a plusieurs flux de différents formats, papier, électronique, qui doivent cohabiter. Donc, notre but, ça va être de pouvoir capturer en fait l'ensemble des flux de manière automatique, quelle que soit la nature de ce flux, pour pouvoir les traiter d'une manière homogène, de manière à ce que ça arrive dans le même circuit, dans le même outil, et que l'on puisse extraire automatiquement les données, que l'on puisse appliquer des circuits de validation. Parmi les formats d'entrée, on va privilégier et on va inciter nos clients à en favoriser
plutôt sur le type de format électronique, les PDF notamment, ou structurés en XML. Pour deux raisons, ça va vous éviter de scanner des documents, et puis ça va vous permettre d'extraire des données directement et avec la plus grande fiabilité possible. Troisième point, c'est que les technologies intégrées doivent vous permettre en fait de mettre en place des processus qui les rendent conformes au texte. C'est ce qu'on expliquait notamment sur la piste d'audit fiable. Et ce qu'expliquait Jean-François, c'est le contrôle documenté, la suppression des archives papier également, de manière à pouvoir effectivement bénéficier du contrôle électronique à distance, par exemple, et gagner justement en facilité de législation. Alors, Jean-François, tu as vu... Ouais, si tu me permets, juste pour rebondir, parce que j'ai pas insisté tout à l'heure sur un point, on parlait de piste d'audit fiable. Oui. Documentée, alors fiable, elle doit être exhaustive et les contrôles doivent être fiables. Documentée, on l'a vu, il faut rédiger une documentation, mais elle doit être permanente. C'est-à-dire que ce que je raconte dans ma documentation, je dois être en mesure de démontrer à l'administration fiscale que je l'ai véritablement appliqué sur les factures. Et là, effectivement, quand on a un outil qui valide les workflows sur lequel on va pouvoir aller chercher toute une traçabilité, ça permet de démontrer à l'administration fiscale, effectivement, que les contrôles ont été effectivement appliqués. Très bien. Merci Jean-François, c'était important effectivement de le rappeler, enfin de l'indiquer plutôt dans ce cadre-là. Pour comprendre comment va fonctionner Use dans cet univers de réglementation, vous avez ici un schéma qui représente à quel niveau nous intervenons avec notre solution. Vous avez ici le bloc achat, donc qui est le premier bloc, qui va vous permettre de créer, de valider des demandes d'achat, de gérer les commandes, de gérer les réceptions, mais aussi de rapprocher les factures des commandes. Donc, on va pouvoir documenter depuis la demande d'achat jusqu'à la réception facture. On va capturer tous les flux, comme on le disait, qu'ils soient papier, qu'ils soient électroniques, qu'ils soient EDI, Excel, Word, JPEG, TIFF, peu importe, l'outil va pouvoir les gérer. Donc, vous allez pouvoir industrialiser la collecte et bénéficier de l'extraction automatique des données qui est liée à l'intelligence artificielle. Cette extraction automatique des données, elle va permettre quoi? Elle va permettre d'automatiser vos factures, de pouvoir ainsi vous affranchir de la saisie, mais surtout également d'historiser chaque étape qui va avoir lieu sur la facture. Donc, à quel moment je l'ai importé, à quelle heure, qui est intervenu dessus, est-ce que c'est l'outil qui a rempli les valeurs, est-ce que c'est quelqu'un qui les a modifiées, à quel moment la facture a été enregistrée et à quel moment elle intervient dans le circuit de validation, puisque Use va permettre de bénéficier d'un circuit de validation de l'automatisation de la facture jusqu'à son paiement. L'idée, c'est quoi également? C'est de pouvoir tracer le circuit de validation, de pouvoir le documenter, de pouvoir historiser les étapes et d'être en conformité effectivement vis-à-vis de cette documentation de votre facture. Le paiement également va pouvoir être géré, la mise au paiement. On va pouvoir gérer jusqu'à l'étape finale de la facture. Et on parle d'un process no touch, c'est-à-dire qu'une fois que la facture arrive dans Use, lorsqu'elle est automatisée et qu'il n'y a rien à faire, vous n'avez même pas besoin de toucher à la facture. Le circuit de validation a été programmé dans l'outil. C'est vous qui faites le process. C'est très simple, c'est graphique dans Use. Vous choisissez vos critères, votre circuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut extraire ensuite ce circuit de validation pour pouvoir le fournir à l'administration et indiquer que lorsque cette facture a été validée, elle bénéficiait de tel circuit de validation. Et ainsi de pouvoir documenter le circuit que vous avez mis en place à un moment donné. De la même manière, la facture, lorsque vous allez l'extraire de Use, on est capable de l'extraire avec l'historique qui a eu lieu sur chaque facture. Et si l'administration vous demande la facture et son historique, vous serez en mesure de le fournir. Tous ces éléments-là, ça fait partie d'un module qui s'appelle Use Protect et qui vous permet de rentrer en conformité avec toutes les sources de documentation, la piste d'audit fiable, l'extraction d'historique, l'archivage légal. On y reviendra tout à l'heure avec l'intervention de Pierre sur la partie DP2I. Juste, j'en profite également pour vous dire que vous bénéficiez d'un archivage sur 6 ans, qui est l'archivage fiscal. Et avec Use Protect, vous bénéficiez d'un archivage de 10 ans, qui est l'archivage légal, qui permet d'accéder aux factures à tout moment qui sont signées en RGS 2 étoiles, ce qui vous permet de bénéficier, in fine, de la conformité. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pouvoir prouver qu'un document qui rentre n'a pas subi de modification. Le fait de le signer en entrée et le fait de le signer en sortie confirme effectivement que le document était verrouillé et qu'il n'a pas pu être modifié lors des interventions. Ensuite, on met en place évidemment des technologies pour pouvoir se mettre en règle avec l'administration. C'est de pouvoir reconstituer l'ordre chronologique, le processus de facturation, c'est ce que je vous expliquais, historiser tout ce qui s'est passé sur la facture depuis la demande d'achat, de relier les différents documents de ce processus, on va pouvoir agrafer entre eux la commande, la facture, le bon de livraison. C'est de pouvoir documenter également de manière permanente ce qui se passe sur vos factures, donc le circuit de validation, les étapes. C'est de pouvoir accepter les factures électroniques dans le cadre de l'acceptation dont on parlait tout à l'heure, elle peut être tacite effectivement. Eh bien, Use va pouvoir effectivement capturer toutes
tout type de facture, dans tout type de canal, que ce soit de l'EDI, que ce soit du PDF, que ce soit du PDF signé, que ce soit du PDF IX même, on va être capable de le récupérer, de l'accepter. Puis de produire des copies fiables de factures également, donc c'est la fameuse signature RGS 2 étoiles. Il faut bien entendu numériser en couleur pour être en conformité avec l'original, ce qui vous permettra en plus de bénéficier d'une meilleure reconnaissance de caractère lorsque vous scannez un document papier. Je donne donc… pardon, tu vas intervenir Jean-François et on va donner la parole à Pierre juste après. Alors, juste, effectivement, ça me donne l'occasion là de parler de l'archivage de ces factures. Donc là, on a vu comment on gérait les factures en amont et comment on devait les traiter par rapport aux nouvelles obligations, par rapport à la piste d'audit. Et on a eu une évolution en 2017 sur les modalités de conservation. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les formats de conservation des factures. On répondra tout à l'heure à cette question, mais là, effectivement, en 2017, on a une évolution qui est assez intéressante, mais qui a quand même un effet de bord, je vous en parlerai après, pour les entreprises. En fait, ce dont on se rend compte, en tout cas, moi, chez mes clients, la question, c'est de dire, mais attendez, moi, je scanne toutes mes factures, je les conserve. Quand l'administration fiscale vient contrôler une facture ou une autre, vient vérifier le droit à déduction en matière de TVA, elle me demande jamais la facture originale, mais ça va beaucoup plus vite d'aller l'acheter de façon dématérialisée, etc., etc. Est-ce que je dois conserver la facture papier? Alors, il est vrai que en matière de TVA, parce que là, l'enjeu, c'est le droit à déduction en matière de TVA, pour déduire la TVA, je vous rappelle très rapidement, il y a 3 critères. Un critère de fond, je dois affecter l'opération à une opération imposable. Donc ça, on ne va pas en parler puisque c'est la base de la déduction en matière de TVA. Il y a une condition de temps, jusqu'au 31/12 de la 2e année qui suit, mais il y a surtout une condition de forme. Et la condition de forme, c'est de disposer de la facture originale. Et jusqu'en 2017, la facture originale, si je la recevais sous format papier, eh ben, c'était la facture papier. Donc on en arrivait à une situation un peu absurde où la facture papier, je devais la conserver au fin fond de mon local de stockage. Et puis quand le vérificateur venait, il se contentait de la facture dématérialisée que j'avais scannée. Donc là, l'administration fiscale en 2017 a un petit peu clarifié les choses et a dit, OK, maintenant, on peut considérer que dès lors que vous recevez une facture papier, vous pouvez la scanner et la conserver sous format dématérialisé. Et donc, ça devient la copie fiable de la facture originale. Donc, vous pouvez mettre la facture papier à la poubelle, d'accord? Mais quand même, ça doit garantir un certain nombre de critères. Et Pierre en parlera probablement après sur la partie technique pour voir effectivement comment on peut respecter ces critères. Ah ben, c'est quoi? C'est une numérisation qui garantit une reproduction à l'identique. Un archivage électronique documenté qui permet de démontrer à l'administration fiscale qu'effectivement, quand j'ai numérisé, j'ai bien numérisé à l'identique et que même ma conservation, elle est correcte, tout simplement parce que ma facture est signée. D'accord? Alors, juste un point, sachez qu'il y a un effet de bord quand même, c'est sur les factures émises. Sur les factures émises depuis 2007, l'administration fiscale avait, dans une instruction administrative, admis une tolérance qui disait que dès lors que vous adressez une facture à votre client, vous n'avez plus l'obligation d'imprimer le double original de la facture. C'est-à-dire qu'on était censé imprimer 2 factures à l'époque, en envoyer une à son client et en conserver une autre. Et l'administration à l'époque disait dès lors que vous êtes capable à tout moment de reconstituer la facture telle qu'elle a été adressée à votre client, vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais attendez, si l'administration me demande de fournir une facture client de n'importe quelle date, j'appuie sur le bouton, je le sors du système et je le donne à l'administration fiscale. Malheureusement, avec cet arrêté, le fait de devoir conserver donc ces factures sous format électronique, signées électroniquement et horodatées, s'applique également aux factures que j'adresse à mes clients. Voilà, donc ça c'est un peu l'effet de bord où effectivement ça va faciliter les factures fournisseurs, mais ça complexifie un petit peu les factures clients. Merci Jean-François. Pierre, je te propose de prendre la main sur la partie des modalités techniques, effectivement, de cette mise en œuvre. Ouais, j'ai bien cru qu'il allait présenter mon slide aussi. Ah, j'ai cru aussi. Ah, il est bien parti. Il voulait dire le sujet. Il aime bien le légal. Il adore ça, c'est clair. Donc, je vais pouvoir en placer une, ça va être bien. Donc, rapidement, pour rentrer dans le détail et pour compléter ce qui a été déjà dit presque en entier, c'est que quand on parle de destruction du papier, effectivement, qu'on parle d'émissions avec le double original, comme il en a parlé jusqu'à présent, effectivement, l'électronique doit toujours suivre
les directives qui font qu'il faut le redater, le signer, l'archiver, ça c'est clair. Et on a le même processus pour l'entrant à partir du moment où on reçoit du papier. Donc, quand on reçoit du papier, il y a 3 éléments qui sont très importants. Le premier, c'est la façon dont je vais scanner le document. Et comme on parlait tout à l'heure de description de ce qu'on devait faire, on est dans la même démarche. C'est-à-dire qu'on doit décrire ce que l'on fait et avec des éléments qui sont très très bien décrits sur la norme AFNOR Z42026, avec le premier élément qui est le scan. Le scan, il est obligatoirement un scan à détection de doublons. C'est ce qu'on appelle détection de doublons. C'est pas qu'il doit voir qu'une facture existe, c'est qu'il doit voir simplement que 2 feuilles passent pas en même temps. Donc là, on parle de scan automatisé où on peut passer plusieurs feuilles à la fois. Ensuite de ça, oui, là on a déjà parlé, mais on parle de signature électronique. Alors, le minimum pour un document entrant, c'est du RGS 1 étoile. Si on le signe 2 étoiles, c'est pas plus mal, et c'est ce que nous on a sur ce système, puisque on parle de 500 signatures à la seconde sur le système, puisqu'on a plusieurs HSM disponibles pour pouvoir signer ces documents avec soit la signature du client, soit la signature d'un tiers. Dans ce cas-là, le tiers, c'est Use, puisque c'est lui qui met en place la signature pour le compte de ses clients. L'autre point très, très important aussi, parce que là, j'ai cité les 2 premiers, le troisième, c'est l'indexation. L'indexation, c'est quoi? C'est d'être capable, justement, vis-à-vis d'un contrôle, de pouvoir produire les documents très rapidement et de pouvoir les retrouver très rapidement avec les éléments de base, c'est-à-dire que ça va être le prix, ça va être la TVA évidemment, puisque c'est l'objectif premier. Et donc tous ces éléments-là, c'est de savoir vers qui ça a été émis et de qui je le reçois. Tous ces éléments-là, en fait, sont très très importants, sont les 3 éléments le plus importants. On parle aussi d'archivage. Alors, l'archivage, effectivement, dans la Z42026, c'est une recommandation. Mais enfin, comment on peut produire un document 6 ans ou 10 ans après si effectivement on l'a pas archivé correctement? Donc là, quand nous on parle d'archivage, on va parler de Z42013, où on va avoir de doubles systèmes, on va avoir des eurodatages quand on va déposer le document. Enfin, l'intérêt, c'est surtout de bien protéger les documents sur les périodes qui sont prévues, c'est-à-dire 6 ans fiscal et puis 10 ans pour le code du commerce. L'intérêt de tout ça, c'est de quoi? De garantir toujours la même chose, et surtout les textes est répété aussi bien français qu'européen, c'est de garantir l'identité, donc l'identité par la signature, et puis par l'indexation pour savoir qui a émis et qui reçoit, et l'intégrité par la signature électronique, parce que la signature électronique, elle va permettre de verrouiller le PDF et de le conserver dans le temps sans qu'il soit altérable. Si on va faire une modif sur un PDF qui a été signé, la signature sera cassée, ça sera visible directement sous Adobe. Et il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel très spécifique pour se rendre compte de ça. Donc, tous ces éléments sont contrôlés, tous ces éléments sont sur des systèmes qui sont protégés. Les échanges qui se font entre nous et Use sont des échanges qui se font en HTTPS. Les documents sont protégés aussi bien dans le transport que sur les sites où ils sont, je le répète, en France, sont protégés continuellement avec des audits réguliers chez nous qui sont faits tous les 3 mois. Et dans le principe, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il est important de scanner et de traiter ces documents le plus vite possible et de ne pas avoir à le faire au dernier moment quand on a un contrôle de la DGI, que finalement, on a encore des papiers qui traînent dans un coin, puisque comme on le disait tout à l'heure, les contrôles maintenant se font à distance. Donc, si ils se font à distance, ça veut bien dire que les factures et tous les autres documents nécessaires doivent être obligatoirement scannés et scannés dans des bonnes conditions. Voilà, je passe la main, comme ça je serai plus court que certains dont je n'aurai pas le nom. Alors Pierre, Jean-François, ça m'emballe, mais c'est un peu de ma faute parce que on avait un slide qu'on avait prévu et qui est pas apparu, c'est pour ça. Donc il a fait un petit peu comme intro en avant de face. N'hésite pas à intervenir, Pierre, si nécessaire. Moi, je vais continuer effectivement à expliquer comment effectivement on met en œuvre les nouvelles règles. Donc je reste sur le technique, comme toi. Donc je ferme ton micro, mais tu peux le réouvrir à tout moment. Alors, oui, alors justement, j'ai une question, je vais y répondre parce que peut-être d'autres personnes se posent la question, c'est sur le RGS par rapport à EDAS. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des accords au niveau européen et qu'une signature qui est reconnue dans un pays par un organisme officiel, en France, c'est le LSTI,
est reconnu d'office au niveau des DAS, c'est-à-dire au niveau européen, ce qui fait qu'on peut tout à fait envoyer des factures électroniques depuis la France avec une signature électronique, puisqu'on dépend des lois françaises. On n'est pas dépendant des lois du destinataire. Et comme on le disait tout à l'heure, ce qui est valable pour la France, c'est-à-dire que le correspondant doit accepter la facture, ou il l'accepte d'office s'il la paye, c'est le même principe. Là, on envoie toutes les factures signées en électronique. Et RGS et DAS, on a cette compatibilité parce qu'on s'adresse, on utilise des signatures électroniques qui sont reconnues en France au niveau RGS et donc reconnues au niveau EDAS. De la même façon, puisqu'on a une compatibilité au niveau de l'Europe. Très bien, c'est très clair. Je pense que c'était important effectivement de le préciser si d'autres personnes ont entendu parler de cette signature, qu'elles puissent savoir effectivement que le RGS 2 étoiles est conforme et qu'il n'y a pas effectivement besoin forcément d'être sur l'EDAS, si j'ai bien résumé. Yes. Très bien. Donc, je coupe le micro, mais réouvre-le si nécessaire. Voilà, tu l'as fait finalement avant, mais hop. Donc, l'idée, c'est quoi effectivement? C'est que dans un cadre réglementaire, eh bien, Use va appliquer plusieurs dispositifs technologiques. C'est un traitement optimisé d'image avec une conservation de l'original du document scanné, c'est-à-dire qu'on ne le modifie pas et qu'il est identique au document d'origine. Donc, c'est le document d'origine que vous retrouvez. C'est également de pouvoir assurer l'intégrité de la facture durant toute la durée de conservation. Donc, on documente l'archivage électronique, on documente les contrôles comme j'expliquais et on conserve 6 ans ou plus suivant ce que vous avez souhaité prendre en termes d'archivage fiscal ou légal. On assigne également le cachet serveur, l'empreinte numérique, la signature électronique, le certificat de sécurité, de manière à être effectivement conforme et garantir l'intégrité de ce document. Puis on eurodate, avec un eurodatage interne, toutes les opérations qui ont eu lieu, voilà, de manière à pouvoir tracer l'ensemble de ce qui s'est passé jusqu'à l'archivage de la facture. Sur le document suivant, c'est Jean-François qui va pouvoir reprendre la main. Merci. Ouais, juste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on parle de réglementation fiscale, mais il n'y a pas que la réglementation fiscale qui est concernée. Hein. Il y a la réglementation commerciale, il peut y avoir tout un tas d'impacts par rapport à la facture, mais effectivement, cette obligation de sécuriser les factures, elle émane principalement du Code général des impôts, et donc c'est un outil de contrôle de l'administration fiscale. Effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'administration est en train de moderniser ses approches, et qu'il faut regarder quand même toute cette information que je communique à l'administration fiscale, les contrôles que je mets en place par rapport à un ensemble d'éléments que je vais communiquer à l'administration. J'en parlais tout à l'heure, que ce soit le fichier des écritures comptables, la compta analytique, la documentation prix de transfert, les logiciels de caisse aujourd'hui qui peuvent avoir un impact en matière de contrôle, et puis toutes les données du système d'information auxquelles l'administration, je le rappelle, peut avoir accès et réaliser un certain nombre de contrôles. Pour ajouter à ça, en faisant un petit peu d'actualité fiscale, on a quand même aujourd'hui, peut-être que vous en avez entendu parler, mais la mise en place de la relation de confiance entre l'administration et le contribuable professionnel, où effectivement aujourd'hui je peux en amont d'un contrôle fiscal passer un partenariat avec l'administration pour échanger avec elle sur les positions fiscales que je prends, pour les valider, pour me sécuriser juridiquement et fiscalement. Eh ben, à titre d'exemple, pour passer ce partenariat-là, obligatoirement, je dois communiquer la documentation PIS d'audit. Si je ne l'ai pas, je ne peux absolument pas avoir cette démarche vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, ça traduit bien aujourd'hui que l'administration va s'appuyer de plus en plus sur cette documentation pour avoir une vision des flux qui sont gérés par l'entreprise et la manière dont ces flux sont gérés. Juste pour information, aujourd'hui, on n'a pas trop de retours sur l'approche de l'administration fiscale sur ces documentations PIS d'audit, tout simplement parce que c'est une obligation qui existe depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et que l'administration a toujours un petit temps de retard sur ses contrôles puisqu'elle arrive a posteriori pour contrôler les périodes. Mais pour parler des risques encourus, et effectivement aujourd'hui on commence à avoir un certain nombre d'éléments de la part de l'administration où elle nous embête un petit peu là-dessus, c'est la remise en cause de la TVA déductible. Je rappelle que tout à l'heure, si je ne garantis pas ce qu'on disait tout à l'heure, je ne garantis pas l'authenticité, l'intégrité, la lisibilité au travers de ma PIS d'audit fiable, l'administration fiscale peut considérer que ça n'est pas une facture, je n'ai pas l'original de la facture, je ne peux pas déduire la TVA. D'accord ? Alors au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de contrôle, en tout cas moi je n'ai pas eu de contrôle sur lequel l'administration serait amusée à remettre en cause la totalité de la TVA déductible. Pour votre information, on a eu juste une difficulté sur un contrôle récemment où la documentation n'était pas exhaustive, en l'occurrence on n'avait pas la description des flux intragroupes, peu importe,
Et là, l'administration n'est pas allée sur le niveau de détail ou sur la validité des contrôles. Elle nous a dit votre documentation n'est pas exhaustive. On a des amendes pour factures de complaisance. Ça, c'est plutôt sur les factures émises, mais éventuellement sur les factures reçues. Les amendes, aujourd'hui, elles sont importantes et elles sont appliquées. On a le cas d'un dossier où l'administration nous reproche on fait du trading, et l'administration nous reproche de ne pas avoir maîtrisé les flux. Et par conséquent, elle nous dit, vous avez fait des factures de complaisance, je vous applique une pénalité de 50% du montant facturé. Bien évidemment, ça va se négocier. Bien évidemment, on va lui apporter les éléments pour lui démontrer que les flux sont maîtrisés et que ça correspond à des opérations réelles. Il n'empêche qu'on se retrouve dans un contrôle un petit peu en difficulté pour des raisons de forme. Et puis le dernier point, effectivement, si j'étais pas en mesure de communiquer tous ces éléments, on a la possibilité pour l'administration, et elle menace de plus en plus d'utiliser cette possibilité, l'article 74 du livre des procédures fiscales, qui est l'opposition à contrôle. Alors l'opposition à contrôle, c'est une notion qui date d'il y a très longtemps. C'est quand le vérificateur arrivait, qu'on lui ouvrait pas la porte ou qu'on l'enfermait à la cave. Mais là, pour le coup, dès lors qu'elle considère qu'on ne lui donne pas les moyens obligatoires qui lui permettent de mener à bien son contrôle, elle peut considérer qu'il y a opposition à un contrôle fiscal, et on peut l'avoir dans certains contrôles qui sont assez tendus. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Il y a l'enjeu de la documentation, il y a aussi l'enjeu quelque part de qu'est-ce que je communique et qu'est-ce que je donne à l'administration fiscale en termes de documentation et d'information, où il faut recentrer ça par rapport au contrôle fiscal. Même si, encore une fois, un contrôle fiscal, ça se gère. Et même les situations les plus critiques, on arrive quand même à les gérer dans la majorité des cas. Merci Jean-François. Je propose de présenter Use pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, on a peut-être des gens qui nous connaissent, d'autres qui ne nous connaissent pas, peut-être d'autres qui nous connaissent d'il y a quelques mois. Eh bien, sachez que Use est en pleine croissance, puisqu'aujourd'hui, vous voyez les chiffres à droite sur le nuage orange. On a plus de 3000 clients. On a une croissance en fait qui a augmenté, qui a presque explosé, même de 50% par an. Donc aujourd'hui, c'est plus de 3000 clients, c'est 200 000 utilisateurs. C'est une présence dans plus de 30 pays à travers ces entreprises, 100 000 entreprises qui sont enregistrées dans Use, et puis 20 millions de documents qui sont traités par an. Use, c'est une société qui est née dans le cloud en 2010, donc c'est un univers qu'on connaît très bien, la dématérialisation. Et on a aujourd'hui des bureaux aux USA, aux États-Unis, au Texas exactement, et on s'exporte également en Europe, en Angleterre, avec le marché espagnol aussi qu'on va adresser. Et je dis qu'il s'exporte parce que Use est une société française qui est située entre Nîmes et Montpellier, à Émargues exactement, avec une intelligence qui est bien française, avec des équipes R&D. Vous voyez ici, si je cumule les années recherche hommes, c'est plus de 1000 années hommes R&D. C'est 100 publications, plus de 100 publications scientifiques sur le thème de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et c'est un réinvestissement du chiffre d'affaires en R&D qui est de 25%. C'est l'un des plus gros réinvestissements, des plus gros taux de réinvestissement sur ce domaine d'activité en Europe. Ça vous montre tout simplement qu'on a un focus qui nous anime, c'est le traitement automatique de documents. C'est vraiment notre cœur de métier et on fait tout pour améliorer, pour optimiser encore plus la reconnaissance et l'automatisation des flux. Vous voyez ici quelques références clients qui doivent certainement vous parler. Il y a des noms très connus comme Deezer, Five Guys si vous aimez les hamburgers, il y a KPMG, Obad, il y a IDTGV si vous êtes amené à voyager. Voilà, il y en a pour tous les goûts, mais ce qu'il faut retenir surtout à travers tous ces noms, c'est que la plupart de nos clients sont issus de sites décentralisés, de bureaux peut-être explosés un petit peu partout en France, de services qui ne sont pas forcément au même endroit. Et Use leur a permis de pouvoir recentraliser l'information, de pouvoir mieux maîtriser et d'obtenir des circuits de validation qui sont cohérents, qui peuvent être réadaptés, remodélisés à tout moment et ainsi bénéficier de ce qui est demandé notamment sur les pistes d'audit. Et ça apporte vraiment une facilité de gestion du document. Et si vous voyez une petite animation Que choisir ici au centre, c'est parce que UFC Que choisir nous a fait l'immense plaisir de devenir client de Use pour digitaliser ces processus comptables. Et leur enjeu, c'était également effectivement de pouvoir être en conformité, d'avoir notamment des enjeux de productivité, mais aussi de conformité, avec une facilité de mise en œuvre. Quand on parle de productivité, c'est aussi une possibilité de démarrer très rapidement. Moins de 48 heures, les équipes avaient l'outil en main parce que l'ergonomie est intuitive, elle est facile, elle a été pensée pour être rapidement utilisée.
L'interface est facile avec Sage puisque Use bénéficie de plus de 200 connecteurs qui vont permettre de s'interfacer avec le ERP. Donc, tous les ERP du marché, on sait en général s'interfacer avec. Si vous avez un ERP spécifique, on peut développer le connecteur qui vous faudra. Et puis, c'est des factures également qui sont intégrées dans l'outil avec la pièce associée, qui sont pré-comptabilisées. Donc, ça améliore significativement effectivement la productivité puisqu'il y a quasiment plus de saisie à faire. Use a automatisé la majorité des données qui sont nécessaires, des factures qui sont récurrentes. C'est également la sécurisation des archivages, la sécurisation et l'archivage des documents, puisqu'ils ont souscrit à Use Protect dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le module qui permet de bénéficier de l'archivage légal, mais aussi la détection de fraude. Dans le cadre de l'archivage légal, eh bien, ils ont accédé au cachet de serveur RGS 2 étoiles, à la signature, à l'horodatage, à l'archivage Z42013, qui est l'archivage légal, 10 ans, et qui permet donc d'être dans la production de copies fiables au sens de l'arrêté qui le définit, l'arrêté du 22 mars 2017. C'est également des circuits de validation, des workflows de validation qui peuvent facilement s'adapter à leur mode de fonctionnement. Actuellement, ils ont 4 niveaux de validation. Use peut aller jusqu'à 9. Ils ont pu donc définir leur niveau de validation, ce qui leur a fait gagner un temps considérable sur les processus. Il n'y a plus de transition de documents par boîte mail ou par papier. Tout se passe dans l'outil. Il n'y a plus de perte de facture. Tout arrive dans l'outil directement, est archivé, on les retrouve facilement et ça fiabilise évidemment énormément les opérations. Plus de retard de traitement, il n'y a plus de pénalités pour des factures perdues ou non honorées et on peut effectivement retracer tout l'historique de cette facture. On est donc conforme à la piste d'audit fiable que cherchait UFC. On est capable de relier les documents entre eux et puis d'avoir une traçabilité immédiate de toutes les opérations. Donc, c'est un pari réussi. UFC que choisir, chercher effectivement toutes ces briques qui s'interfacent et on a pu répondre à cet enjeu qui était important pour eux. Évidemment, dans ce séminaire qui se veut volontairement, j'allais dire éducatif, mais c'est pas le terme, mais si un petit peu quand même, c'est-à-dire de comprendre effectivement le légal, de comprendre les enjeux réglementaires. Donc, c'est important. On n'avait pas effectivement volonté de mettre une démonstration de Use, ça serait trop dense. Donc, on vous propose d'assister le 29 octobre à 14h30 à une démonstration de Use en situation. Mais vous pouvez également demander votre propre évaluation. Si vous voulez tester Use en situation, n'hésitez pas dans le petit questionnaire à la fin à demander votre évaluation pour pouvoir tester Use et vous rendre compte vous-même de ce que va vous apporter l'outil. On va évidemment aborder les questions-réponses, puisque vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions au fur et à mesure, on va pouvoir y répondre. Donc, je vais réouvrir le micro de Pierre également s'il y a des questions qui le concernent. Elles sont en train d'arriver. Voilà. Et n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire en fin de session. Il est important pour nous. Ça nous permet d'avoir votre retour sur ce séminaire. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre qui sont arrivées. Donc, une question pour Jean-François. Bonjour Jean-François, question de Fabienne. L'archivage peut-il se faire sous le même format ou doit se faire sous le même format? Alors, l'archivage peut se faire sous le même format ou doit se faire sous le même format? Alors, il y a deux cas. On a parlé du cas de la facture que je reçois papier. La facture que je reçois papier, soit je la garde papier, soit je peux la scanner effectivement selon les critères de sécurité dont Pierre a parlé tout à l'heure suite au décret de mars 2017. Et dès lors que je reçois une facture électronique, je suis censé donc avoir l'original de la facture, donc conserver sous le format original que j'ai reçu. Très bien, très clair, merci. Question de Najiba. Récupérer les factures fournisseurs via la plateforme Chorus assure l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité des factures ou non? Peut-être que Pierre via la veut plateforme répondre. Chorus. Oui. Est-ce que ça assure l'authenticité, l'intégralité, la lisibilité des factures? Alors, donc on parle d'un acteur du secteur public, je suppose? Oui, oui, je pense. Et donc, est-ce que ça assure? Non, pas forcément, puisque je vous rappelle que l'authenticité, la lisibilité, l'intégrité, elle se mesure par rapport à la piste d'audit qui va au-delà en fait de la réception de la facture, puisque ça va sur ma relation fournisseur, ça va sur tous les systèmes de sécurité que j'ai autour sur la gestion, la comptabilisation, etc. Donc, c'est un élément constitutif de la piste d'audit, mais pas suffisant en tant que tel de mon point de vue. Merci Jean-François. Et pour Pierre, là, par contre, parce qu'elle est très technique. Donc, Pierre, si tu nous entends, je te l'ai attribué également, tu dois l'avoir.
Et que pensez-vous de la technologie blockchain pour la dématérialisation des factures et la facilitation de pistes d'audit pour l'administration fiscale? Ben, c'est magnifique, sauf que c'est pas dans les textes. Donc, faut s'en tenir à ce qui existe, au niveau des textes surtout. Quand on parlera de blockchain et qu'on aura un arrêté là-dessus, que ça sera validé, on le fera, évidemment. À un moment donné, on a parlé aussi de FactureX, mais FactureX n'a pas beaucoup bougé de son côté aussi. Donc après, il faut toujours se méfier des effets d'annonce. Il y a plein de choses qui sortent et qui sont toujours avancées comme l'avenir, mais faut pas avoir à essuyer les plâtres. Ce que je veux dire, si on peut faire du blockchain aujourd'hui, mais si c'est pas reconnu, on a un petit peu de risque quand même. Du fait que on n'a pas de texte qui correspond à ça, et si vraiment on a des ennuis, on va s'en tenir au texte, et c'est les textes qui vont déclencher l'amende. Sachant qu'il faut être bien clair que l'amende, en plus, elle vient d'augmenter au 1er octobre. Avant, on parlait de 75 000 euros, maintenant on parle de 375 000 euros. Donc il faut être quand même vigilant et pas aller vers les nouveaux jouets qu'on peut nous mettre à disposition. Hein. Comme je l'ai dit au tout début, on fait ce qu'on doit et pas ce qu'on veut. Hein. Donc là, aujourd'hui, on sait que si on fait du RGS 2 étoiles en sortant, en entrant, et si on fait tout ce qu'il faut après, du scan, etc., comme je le décrivais, on peut se débarrasser du papier et on peut se débarrasser de la piste d'audit, mais on doit s'en tenir au texte et strictement au texte. Et à partir de là, tout va bien. C'est très clair, très clair. Donc technologiquement, c'est très bien, mais ça ne répond pas fiscalement puisque ce n'est pas dans les textes encore. Question de Virginie Hamel, l'utilisation d'un ERP comme SAP avec flux électronique de validation des factures fournisseurs et lien direct avec les commandes permet-elle d'établir une documentation autre détaillée? Alors si on intègre le circuit de validation, c'est une chose. Il faut voir maintenant si effectivement dans SAP vous avez la possibilité de signer les documents si vous les archivez bien sur une plateforme légale qui vous permet de le conserver le temps nécessaire. J'en suis pas sûr. Pour la documentation des c'est une chose, ça permettra de le documenter, mais il manquera des choses. Donc, il faudra effectivement de l'eurodata sur les factures, il faudra que vous ayez la possibilité de les extraire, il faudra que vous ayez la possibilité également de l'archiver sur quelque chose qui est demandé par l'administration, et c'est ce qui tend à aller vers le 42026, ce que tu m'as expliqué, Pierre, quand on avait préparé le séminaire, c'est que le 42013, l'archivage légal, ne suffit pas lui-même, il faut toutes les autres conditions, la documentation, l'historique, l'export des étapes qui ont été réalisées pour pouvoir répondre vraiment à la copie fiable. Oui. En fait, pour être précis d'un point de vue technique, puisque nous, on est certifié SAP et on a une interface SAP, donc pour être clair, je fais pas ma promo, hein, pour être clair, il manque à SAP la signature électronique, parce que évidemment, ils savent faire l'indexation, mais avant l'indexation, il faut parler du scan, et avant le scan, il faut parler du type de scan. Et ensuite de ça, une fois qu'on a fait ça, effectivement, dans SAP, on peut archiver les documents, mais il faut qu'on ait des documents archivés avec une signature électronique. Parce que sans ça, effectivement, en plus dans SAP, qui est un support informatique, ça veut dire clairement que les documents sont modifiables. Du coup, ça m'amène à une question de Jean-Luc Battery, mais je connais la réponse, mais je te laisse y répondre si tu veux. Si un client vous envoie une facture depuis son propre scanner, lequel est en noir et blanc, vous ne pouvez pas garantir la copie fiable? Alors, on peut avoir, enfin, de son propre scanner. Je vois pas l'intérêt pour quelqu'un qui aurait de l'électronique de le sortir pour l'éditer et l'envoyer scanner. C'est un peu une aberration, mais dans les mécanismes qui ont été mis en place, on doit vraiment connaître le modèle du scanner, savoir s'il y a cette détection de doublons. Maintenant, le fait qu'il y ait soit en noir et blanc ou en couleur, ce que l'on a, c'est que clairement, apparemment sur les textes, en tout cas de la Z42026, c'est toléré. À partir du moment où toutes les zones sont lisibles, et surtout si la couleur n'a pas une importance d'interprétation. Ce que je veux dire par là, c'est que on a vu certaines factures où quand c'était en négatif, c'était rouge, et quand c'était en positif, c'était vert. Donc, il faut faire attention à ce genre de détails qui peuvent amener à être en obligation d'utiliser la couleur, et c'est pour ça que par défaut, on préfère la couleur.
Oui, nous, c'est ce qu'on recommande également chez Use. Juste, la question, elle ne se pose pas. Je suppose que c'est si un client vous envoie une facture depuis son propre Papier. scanner. Ah. Mais le problème, c'est que là, déjà, on ne parle même pas de conservation. Tout à l'heure, on a défini la facturation électronique au sens de la réglementation fiscale et on voit qu'il y a une coupure entre les deux, c'est-à-dire que le fournisseur aurait imprimé la facture et l'aurait scanné. Non, je pense que c'est un cabinet comptable et son client lui envoie une facture en noir et blanc pour la comptabiliser. Je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là. Un client qui envoie une facture depuis son propre scanner en noir et blanc. Et nous, ce qu'on recommande chez You, c'est de le scanner en couleur parce que ça permet de valider le fait que cette facture, elle était en noir et blanc ou elle était en couleur d'origine. Si vous scannez en noir et blanc, même si elle était en noir et blanc au départ, on ne sait pas si elle était en noir et blanc de manière originelle. Le fait de scanner en couleur, on sait tout de suite si le document était noir et blanc ou couleur d'origine. Donc, on recommande ça pour cette raison-là, mais aussi parce que en couleur, l'automatisation, la reconnaissance va être meilleure. Dans tous les cas, moi, je suggère la couleur, et tous les scanners sont capables de toute manière de scanner en couleur. Même si en noir et blanc, il vaut mieux à la rigueur scanner en couleur, on sait que c'était un document noir et blanc à l'origine. Je vais passer sur une autre question pour essayer d'embrayer. Quels sont les tarifs de Use Protect, Jean-Luc Battery? Donc, les tarifs de Use Protect dépendent de la formule d'abonnement à laquelle vous avez souscrite. En général, si vous êtes déjà client, c'est, si je dis pas de bêtises, la moitié du prix de votre abonnement. Et ça évolue en fonction de votre abonnement. Donc, si vous êtes déjà client, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre consultant commercial. Si vous n'êtes pas encore client, n'hésitez pas à laisser un petit message, on vous recontacte et vous indiquera les grilles tarifaires, combien coûte une formule en fonction de votre abonnement et combien coûte Use Protect. Un abonnement chez You, ça démarre à 99 €, et puis c'est dégressif en fonction du volume de factures que vous allez mettre dedans. Quelqu'un souhaite avoir le support, c'est Pascal, on vous l'envoie sans problème. Chantal demande ce qu'il faut mettre en place, mais alors c'est en rapport avec ce qu'on devait dire à un moment donné, mais je ne sais plus à quoi ça faisait référence. Donc Chantal, si vous voulez préciser de quelle mise en place vous parlez, et on va y répondre avec plaisir. Eric, qui pose la question, ne peut-on pas émettre directement du logiciel de facturation des factures électroniques? Si. Après, il y a deux choses. Soit elles sont conformes à l'audit fiscal ou à la signature électronique RGS 2 étoiles, auquel cas elles se suffisent d'elles-mêmes. Soit ça n'est pas le cas, auquel cas, malgré que ce soit une facture électronique, il faut que je mette en place une prise d'audition documentée permanente. Ce qui est intéressant, et je pense que Pierre confirmera ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, de toute façon, si on veut conserver la copie originale d'une facture sous format dématérialisé alors qu'elle est papier, on va utiliser une signature électronique 1 étoile. Mais tous les prestataires comme DP2I vont de toute façon passer à 2 étoiles. Donc ça peut être une opportunité pour passer sur, pourquoi pas, de la facturation électronique émise auprès de ses clients sur du RGS 2 étoiles, ce qui simplifie les choses en matière de piste d'audit. Je confirme. Très bien. Question de Fred. Je souhaite recevoir la présentation. Donc, pas de souci, on vous l'envoie à la fin. Elle est concise à mon goût. Merci. Najiba, merci de m'envoyer le support et merci pour la qualité des webinaires. Merci à vous d'y avoir participé. Et on est arrivé presque à la fin de ces questions. Chantal a rebondi donc pour préciser la question. Donc Chantal nous disait, Use permettrait de passer à une facturation électronique en 2020, 100% conforme. Que faut-il mettre en place pour cela? Eh bien, il faut mettre Use Protect, tout simplement, qui est le module dont je parlais. C'est pour ça que Jean-Luc nous a demandé la tarification de Use Protect. Donc, c'est un petit module qui intègre la signature d'RGS 2 étoiles de DP2I, avec qui on était en conférence aujourd'hui, qui intègre l'archivage légal 10 ans, qui est mis en place également par notre partenaire, et qui met en place le certificat de signature, puisque vous pouvez signer également, et il y a plusieurs possibilités de mise en place du certificat, et on vous accompagne là-dessus d'ailleurs. Merci à tous, on est arrivé à la fin de ce séminaire, on a tenu dans l'heure. Merci Pierre pour ta participation. Merci, merci Jean-François. C'était très clair et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Gwendoline pour avoir géré la logistique de ce séminaire. N'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire. Merci encore une fois à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.